Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct avec le docteur Anne-Christine Delaval, médecin généraliste. Le sujet d'aujourd'hui, les symptômes du Covid-19. Notre experte répondra à toutes les questions que vous vous posez sur cette thématique. Je laisse la parole au docteur Delaval qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que pour vous tous que ce confinement se passe plutôt bien pour ceux qui sont confinés. Donc je vais me présenter rapidement. Je suis médecin généraliste depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis également hygiéniste hospitalière et journaliste médicale. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que toutes les réponses que je vais vous apporter aujourd'hui sont susceptibles de changer, étant donné que le Covid-19 est une maladie qu'on ne connaît pas encore complètement, que ça change tous les jours. Donc on va essayer d'être le plus précis possible, mais malheureusement ça se modifie tous les jours. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez déjà simplement rappeler quels sont les symptômes connus du coronavirus? Alors, les principaux symptômes et ceux que l'on observe le plus souvent, c'est la fièvre et la toux sèche. Après, il y a des symptômes annexes qui apparaissent comme les maux de tête, les maux de gorge, et puis les difficultés respiratoires dans les cas les plus graves. Après, les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, en fonction de son état, de son âge. Voilà, on peut observer des symptômes un petit peu différents. Alors, une question de Cindy, peut-on avoir le Covid-19 sans le savoir et donc sans symptômes? Tout à fait. Il y a des personnes qui ont contracté le Covid-19 sans symptômes. De plus, on n'est pas tous égaux face aux symptômes, donc il y a des personnes qui peuvent avoir de la fièvre sans s'en rendre compte, qui n'ont pas développé beaucoup de symptômes. Donc on peut tout à fait être atteint et contaminant sans symptômes. C'est pourquoi le confinement et les mesures d'hygiène sont fondamentales pour tout le monde. Une question de Edith, des violents maux de tête, est-ce un symptôme? Alors, les maux de tête sont un symptôme du Covid, ils sont rarement isolés. C'est-à-dire qu'avec les maux de tête, on verra de la fièvre, on verra de la toux, et ils sont peu violents, généralement. Et est-ce que les courbatures peuvent faire partie des symptômes du Covid? Tout à fait, comme toute maladie virale, les courbatures, douleurs musculaires, douleurs articulaires peuvent faire partie des symptômes du Covid. Mais encore une fois, c'est comme les maux de tête, c'est rarement isolé. On va généralement trouver de la fièvre avec ce type de symptômes. À quel moment on considère que vraiment on a du mal à respirer? Alors, c'est un essoufflement qui va apparaître suite à un effort très très léger. Vous montez quelques marches d'un escalier, vous êtes essoufflé, ce qui est totalement inhabituel chez une personne comme vous. Oui, là, il faut appeler quelqu'un. Okay. Et puis l'essoufflement au repos, a fortiori. Il y a eu des études qui sont sorties sur les groupes sanguins. Et justement, il y a Cindy qui demande si les personnes de groupe A sont plus à risque que les autres groupes. Alors effectivement, des études ont montré que certains groupes sanguins étaient plus protégés, en particulier le groupe O est plus protégé. Les groupes A, B et AB sont moins protégés que les autres. Donc ça, c'est... Oui, est-ce qu'on sait pourquoi ou... Alors, on imagine que les groupes O, en fait, portent des anticorps anti-A et anti-B, donc c'est des groupes qui se protègent mieux. On imagine que c'est pour cette raison, alors que les groupes AB, A et B ne portent pas tous ces anticorps. Donc on imagine que c'est pour cette raison, mais aujourd'hui rien n'est prouvé dans ce sens. Au niveau des symptômes, effectivement, on a observé des symptômes plus forts chez les hommes, qui sont aussi plus à risque de développer des complications. Pourquoi? Alors ça, je pourrais pas vous répondre à cette question aujourd'hui. Les études sont en cours, on ne sait pas pourquoi il y a une population plus à risque que l'autre. Dans beaucoup de maladies, effectivement, les hommes sont plus atteints que les femmes, mais ça, pour l'instant, je peux pas vous répondre à cette question. Francis demande, après 2 mois de confinement, comment le virus peut-il encore se propager? Tout simplement parce qu'un confinement ne peut pas être total. On est tous plus ou moins obligés de sortir pour aller faire ses courses, certains pour aller travailler. Donc le virus peut encore se propager, mais de toute façon ça va aller en descendant. Mais un confinement ne peut pas être total. Mais je pense qu'en étant confiné, on a bien limité le nombre de cas et de cas graves surtout. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler d'ailleurs du temps que durent les symptômes? Déjà, quel est le temps d'incubation? Au bout de combien de temps les symptômes apparaissent et combien de temps à peu près ça dure? Alors, l'incubation du Covid, les études ont montré qu'elle allait de 5 à 11 jours. De manière générale, elle est plutôt proche de 5 jours, l'incubation du Covid. Donc, c'est à ce moment-là que les symptômes vont commencer à arriver. Chez certaines personnes, ils arrivent plus tard, voire pas du tout. Et une fois que les symptômes sont arrivés, dans les cas peu graves, ça dure donc une quinzaine de jours. C'est pour ça qu'on a décidé une quarantaine de 14 jours pour ces personnes-là. Voilà, donc la durée de la maladie, c'est 14 jours dans les formes peu graves. Dans les formes graves, les sujets qui sont en réanimation sont malades évidemment plus longtemps puisqu'ils restent en moyenne 3 semaines en réanimation. Donc, ça dure plus longtemps.
si remettre ses enfants à l'école le 11 mai était risqué ou pas? C'est une bonne question. C'est pas gagné à 100% que les enfants retourneront à l'école le 11 mai. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Si on vous autorise à remettre les enfants à l'école le 11 mai, c'est qu'a priori il y a pas ou peu de risques. Cindy qui parle du déconfinement. Est-ce que les personnes atteintes d'un cancer devront rester confinées plus longtemps chez eux après le confinement? Il est probable. Effectivement, ces personnes-là sont considérées comme des personnes à risque, des personnes fragiles. Alors, tout dépend du stade d'évolutivité du cancer. Si la personne est en cours de traitement par chimiothérapie ou radiothérapie, par exemple, donc un cancer qui n'est pas guéri, qui est en cours de traitement, effectivement, il est conseillé que ces personnes restent chez elles après le déconfinement. Danny a 71 ans, il est en bonne santé et il demande s'il sera obligé de rester confiné après le 11 mai. Alors, il a été dit qu'effectivement les personnes âgées, dont vous faites partie, monsieur, doivent rester confinées, donc il est probable que oui, même si vous êtes en bonne santé. Après, on va voir comment ça se passe après le 11 mai, hein, s'il y a des dérogations particulières ou pas. Les personnes âgées doivent pour l'instant rester confinées. Annick demande, est-ce que les masques maison sont suffisants? Les masques maison ne sont pas aussi efficaces que les masques chirurgicaux, mais ils ont un intérêt. Hein. Les masques maison, effectivement, ont un intérêt. Plus le tissu va être épais, plus vous allez être protégé. Donc les masques maison, c'est une très bonne idée. Hein. Alors Dominique demande si le virus est détruit au fer à repasser et est-ce qu'on peut repasser ces masques maison? Alors, on peut tout à fait repasser ces masques maison. La chaleur du fer à repasser détruit probablement le virus. Bien sûr, il faut laver les masques maison à 60 degrés avant de les repasser. Mais effectivement, la chaleur du fer à repasser détruit probablement le virus. Comment est-ce qu'on les nettoie? Comment est-ce qu'on les désinfecte, ces masques? On les passe à la machine. Enfin, voilà, il faut que ça soit un tissu. Alors, c'est vrai qu'on va préférer du coton. On les passe à la machine à 60, tout simplement. Ok, et j'imagine par contre que mettre du désinfectant dessus, c'est très nocif parce qu'après on respire ces vapeurs. C'est pas conseillé. Le lavage suffit. Hein. Le lavage à 60 à la machine, ça suffit. Donc, Anissa fait ses courses au drive. Elle nettoie au savon toutes ses courses. Est-ce que cela suffit? Elle lave aussi ses fruits et légumes au vinaigre blanc et fabrique son gel pour les mains avec de l'alcool et de l'aloe vera. Donc, est-ce que toutes ces mesures sont efficaces? Est-ce que c'est peut-être trop? Qu'en est-il? Alors, ce qu'elle fait, c'est bien, c'est beaucoup. Hein, elle est très, voilà. Bon, mais c'est bien hein, bon, nettoyer toutes ses courses au savon, c'est pas forcément nécessaire. Bon, laver ses fruits et légumes au vinaigre blanc, comme c'est bien. Elle est assurée effectivement qu'ils sont bien désinfectés. Fabriquer son gel aussi, c'est bien. Hein, les techniques maison sont bien. C'est pas aussi efficace qu'un gel hydroalcoolique du commerce, mais bon, elle en fait beaucoup, mais elle se protège bien. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler qu'il faut surtout pas laver ses fruits et légumes avec de la javel ou des détergents comme certains ont pu le faire. C'est très dangereux. Tout à fait. Vinaigre blanc, c'est bien, mais simplement brosser ses légumes avec de l'eau tiède, ça suffit. Hein. Surtout pour les légumes qui seront cuits par la suite. Anissa donc fabrique son gel pour les mains avec de l'alcool et de l'aloe vera. Est-ce que ce type de gel est suffisant? Est-ce que c'est efficace? Alors, c'est efficace parce qu'effectivement, il y a de l'alcool dedans, donc ça va désinfecter. C'est pas aussi efficace qu'un gel hydroalcoolique où les concentrations sont un petit peu différentes. Mais effectivement, c'est une technique maison qui est efficace. Après, il faut savoir qu'un lavage de mains à l'eau et au savon qui est bien fait remplace tous les gels hydroalcooliques qu'on peut trouver dans le commerce ou qu'on peut inventer soi-même. Hein. D'ailleurs, on peut peut-être aussi rappeler que la recette de l'OMS qui a circulé de fabrication de gel hydroalcoolique n'est pas à réaliser à la maison parce qu'elle est réservée aux pharmaciens. Et voilà, il faut manipuler des produits qui sont dangereux. Donc, peut-être faire attention aussi avec ces recettes maison qui peuvent être un peu dangereuses en raison des produits qui sont utilisés. Tout à fait, parce que les concentrations d'alcool qui sont utilisées, voilà, sont pas forcément les bonnes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut de toute façon toujours préférer un lavage de mains de 3 minutes à l'eau et au savon, un lavage bien fait. Paul demande, que conseillez-vous pour désinfecter les poignées de porte et autres dans la maison? De l'eau et du savon, tout simplement. Voilà, ou vinaigre blanc, ou des choses comme ça. Mais l'eau et le savon, ça marche très bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de l'éponge ou du tissu j'imagine qu'un chiffon, on peut le passer à la machine. Voilà, vous passez à la machine, l'éponge, bon, bah, soit vous la rincez avec de l'eau très chaude, soit vous la jetez et vous en prenez une autre. Mais je pense pas qu'il soit nécessaire de jeter toutes ces éponges. Il suffit de bien la rincer à l'eau très très chaude
et elle est réutilisable. Sinon, utiliser des papiers à usage unique ou jetables. Si on ne peut pas réutiliser les masques jetables, comment est-ce qu'on s'en fournit actuellement ? Alors, la meilleure solution est d'aller à la pharmacie. Si la pharmacie est en rupture de stock, normalement, les personnes qui travaillent et qui sont à risque, on doit leur fournir des masques. Mais si vous ne travaillez pas, si vous êtes chez vous, soit vous fabriquez un masque, soit vous n'en utilisez pas si vous sortez pas. Et toutes les bonnes choses ont une fin. C'est sur ces derniers mots que nous devons douter. Merci docteur de nous avoir éclairé de vos réponses. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un échange avec le docteur Simeka. Il vous donnera des conseils pour renforcer votre système immunitaire.